Je m'appelle Muguette Speiser-Myers. Je suis née à Paris. Je suis une survivante de l'Holocauste. Alors, tous ces objets-là, qui me rappellent d'extrêmes souvenirs. La veste, c'est ma grand-mère qui l'a fait au crochet pour moi. C'était fait avec tant d'amour. La photo, là, c'est moi au moment du port de l'Étoile. J'avais 10 ans. Et d'abord, je me sentais comme une pestiférée. Pourquoi? Pourquoi suis-je désignée, moi, plutôt qu'une autre? Surtout que dans ma classe, il y avait seulement une autre fille qui portait l'étoile. La maîtresse, chaque fois qu'elle passait derrière nous, derrière moi ou l'autre, elle nous donnait une tape, comme ça, sur la nuque. Vous savez comment on tue les lapins? Elle devait pas beaucoup aimer les Juifs. Quand la guerre a été déclarée, le gouvernement français a fait évacuer de Paris tous ceux qui n'étaient pas nécessaires à l'effort de guerre. Et on pensait surtout que Paris allait être bombardé. Alors j'ai été évacuée avec mon école. Nous devions être une cinquantaine, avec d'autres écoles aussi, au sud-est de Paris. Et on était malheureux là-bas, on vivait dans un préau d'école. Pendant cela, maman, mon frère, ma grand-mère, ma tante ont été eux aussi évacués dans un petit village qui s'appelle Chanlot, qui n'est pas trop loin d'où j'étais moi. Après avoir passé, je ne me souviens plus combien de semaines dans cette école, maman m'a fini par me trouver parce qu'avant, je ne savais pas où était maman et maman ne savait pas où nous étions. Et maman a toujours été très timide, mais elle avait beaucoup d'amis. Et elle avait une amie justement qui n'était pas juive, Madame Javiol. Et Madame Javiol n'avait pas peur, elle était française, elle parlait haut et fort, elle n'avait pas peur de poser des questions. Et finalement, à force de poser des questions, ils ont découvert où j'étais. Et là, maman est venue me chercher pour me ramener avec elle dans ce petit village de Chanlot. Et nous avons vécu là. Un jour, j'étais à la maison, ça devait être un jeudi, parce que jeudi, nous n'avions pas école. Et on a entendu un grondement qui venait du haut de Chanlot. Chanlot est bâti sur une colline. Alors du haut de Chanlot, il y avait un grondement qui venait. Le haut de Chanlot, c'était la route de Paris. Tandis qu'en bas, c'est la route vers le sud. Et je me suis mis à la fenêtre et j'ai vu les premiers motocyclistes allemands qui défilaient. J'ai commencé à crier « Maman, maman, les Boches !» On les appelait les Boches. « La croix d'Hitler !» J'étais à la fenêtre, maman est venue, elle a vite fermé les volets. En haut des volets, il y a des ouvertures en carré, en triangle et tout. Alors maman et moi, toutes les deux montées sur une chaise, on a regardé, on a vu l'armée allemande qui défilait. Et il y avait un tank qui descendait la colline. Et la tourette était ouverte, et il y avait un monsieur, ça devait être un officier ou quoi, tout habillé de noir, à mi-corps en dehors de la tourette, et qui faisait virevolter son fusil mitrailleur comme ça, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et puis ils ont passé une bonne partie de la journée, ils se sont installés à 3 km de Chanlot. À ce moment-là, c'était ce qu'on appelait la drôle de guerre. Il y a la guerre, mais les hommes ne se battent pas. Alors, comme tout était calme, maman a dit « Bon, ben, on va retourner à Paris ». Alors, maman, mon frère, ma grand-mère, tout ça, on a pris le train. Chanlot n'avait pas de train, mais il y en avait un à 6 km de là, à Brinon. On a pris le train à Brinon et le train a commencé à rouler. Au bout d'un moment, le train s'est arrêté. Bon, c'est normal qu'un train s'arrête. Ce qui n'est pas normal, c'est que le train ne repartait pas. Alors maman est descendue du train, elle a demandé il y avait un monsieur là-bas en uniforme, elle lui a demandé pourquoi. Elle dit parce que l'armée française a fait sauter le pont pour arrêter l'avance des Allemandes. Ça ne les a pas arrêtés beaucoup. Enfin, alors maman a dit est-ce qu'il y a un autre pont? Le monsieur a dit oui, il y a un autre pont un peu plus loin. Alors bon, tous avec nos bagages, on a commencé à marcher vers l'autre pont. Il y avait un pont en effet, c'était un pont de bateau. C'était des petites barques à rames sur lesquelles étaient clouées des planches. Il fallait traverser la Seine là-dessus. On n'était pas rassurés. Enfin, on a quand même réussi à traverser avec les bagages. Et dans l'eau, on voyait flotter des valises, des pauvres gens qui les avaient laissés échapper. Arrivé de l'autre côté, on a repris le train pour aller jusqu'à Paris. La vie est reprise à Paris. Mon frère et moi, nous allions à l'école. Maman allait travailler. Et les Allemands ont commencé à mettre des directives. Les Juifs n'avaient pas le droit de rentrer dans les cinémas, dans les restaurants, dans les parcs. Les Juifs avaient seulement le droit de voyager dans le dernier wagon du métro.
Et il fallait que tous les Juifs aillent se recenser au commissariat de police du quartier. Les gens qui sont étrangers dans un pays obéissent à toutes les lois. Il y a beaucoup de Juifs français qui sont nés en France, qui ne se sont pas présentés, là, eux, ils s'en foutent. Les Français, ils sont comme ça. Quand vous leur ordonnez de faire quelque chose, ils ne le feront pas. Ils détestent se faire ordonner quelque chose. Alors, maman y est allée, alors on l'a inscrit, naturellement. On lui a remis des cartes d'alimentation. C'est une carte avec des timbres qu'il fallait découper quand on voulait acheter quelque chose. Et puis aussi un morceau de tissu jaune sous forme d'étoile, d'étoile juive, à 6 branches, et dessus il y a marqué juif. Et il fallait mettre ça sur nos vêtements. Du côté gauche, interdiction de le cacher avec un livre ou avec un sac. Et puis, bon, au bout d'un certain temps, on l'oublie, on l'a sur soi, mais on n'y pense plus. Puis un jour, c'était le 15 juillet 1942, nous étions à la maison, il y avait une amie à maman, une amie qui n'était pas juive, Madame Dumas, qui est venue nous rendre visite. Maintenant, le couvre-feu pour tout le monde, le matin, c'était à 7 h du matin, à 8 h du matin, pardon. Et le soir, pour les juifs, c'était à 8 h du soir, pour les non-juifs, à 10 h le soir. Il devait être 9 h. Madame Dumas n'était pas juive, elle avait le droit de voyager. On frappe à la porte et c'est la belle-sœur de maman. Elle était grande, blonde, les yeux bleus, le type arien parfait. Et elle était juive, mais elle travaillait au chef-lieu des Allemands, elle était secrétaire. Naturellement, là-bas, on ne savait pas qu'elle était juive. Mais en étant secrétaire, elle savait ce qui allait se passer. Alors elle est venue dire à maman, elle dit, Bella, il faut que tu t'en ailles parce que demain, ils viennent chercher les femmes et les enfants. Les hommes avaient été pris 1 an plus tôt. Et elle est partie avertir d'autres personnes. Alors, Madame Dumas dit, alors Bella, qu'est-ce que vous allez faire? Maman dit, j'ai nulle part où aller. Demain, quand ils viendront, je prendrai Miguel, j'irai avec eux. Et moi, j'ai commencé, je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à crier, je ne veux pas aller avec toi, je ne veux pas, tu iras toute seule. Et je brûlais par terre, une véritable crise de nerfs. Maman ne savait plus quoi faire. Ah, Madame Dumas a dit, vous savez quoi, Bella? Venez donc dormir chez moi cette nuit. C'est ce qu'on a fait. Alors, on a pris le métro. Alors, ah oui, d'abord, Madame Dumas et maman, toutes les deux, avec un ciseau, ont défait les étoiles. Madame Dumas les a mis dans son soutien-gorge. Et nous sommes partis prendre le métro. Alors, comme nous n'avions plus les étoiles, on pouvait prendre n'importe quel wagon de métro. Et j'étais assise sur un des strapontins et en face, il y avait un vieux monsieur aussi sur un strapontin qui me fixait. Qu'est-ce qu'il veut, ce vieux bouc? Je ne le connais pas. J'avais 10 ans, hein. J'étais effrayée et je ne voulais pas le regarder. Mais finalement, il a accroché mon regard et il a baissé les yeux. Je me demandais s'il intéressait tellement. Et j'ai vu avec horreur que sur mon manteau beige se dessinait en fil jaune le profil de l'étoile. Alors j'ai mis ma main gauche sur mon épaule droite et j'ai commencé à tirer les fils. Le monsieur a souri, il est descendu au prochain arrêt, je n'ai jamais su qui il était. Et nous sommes arrivés chez Madame Dumas, qui habite à l'autre bout de Paris, et nous avons dormi là. Le lendemain, très très tôt, maman a voulu avertir sa mère et sa sœur, qui habitaient à l'autre bout de Paris. Alors à 7 h du matin, avant le couvre-feu, elle a commencé à courir dans les rues. Et chaque fois qu'elle entendait un bruit de bottes ou qu'elle voyait une lumière, elle savait que c'était les Allemands, donc elle était assez fluette pour se cacher. Ma grand-mère habitait au 3e étage. Au 2e étage, maman a vu sa sœur qui descendait entre 2 policiers français. Ce n'étaient pas les Allemands qui faisaient ça le boulot, c'était les Français. Et ma tante a dit à maman en yiddish. Ma tante était arrivée il n'y avait pas longtemps de Pologne, elle ne parlait pas le français, elle parlait le yiddish. Le yiddish, c'est une langue qui a la même racine que l'allemand. Elle a dit à maman en yiddish, tu vois, on m'emmène. Et maman n'a pas répondu. Maman s'est dit, si elle répond, les policiers vont voir qu'elle aussi elle est juive. Ils vont l'emmener, elle a 2 enfants à la maison. Et plus tard, maman, quand maman était déjà âgée, elle avait des remords, elle disait « Ma sœur est allée à sa mort en pensant que j'étais fâchée contre elle. » Bon, et puis maman est montée le 3e étage, c'était au 2e,
Elle montait vite au 3e étage, elle a trouvé sa mère assise sur une chaise qui pleurait. Terrible de voir pleurer sa mère. Et sur les entrefaites, ma grand-mère a eu une crise cardiaque. Alors maman est allée chercher un médecin qui habitait pas trop loin. Maintenant, les médecins non juifs n'avaient pas le droit de soigner les juifs. Mais ce médecin, le docteur Lavoie-Pierre, nous avait déjà soignés auparavant. Alors il est venu et il a ausculté ma grand-mère et il a dit « bon, il faut l'emmener d'urgence à l'hôpital ». Ils ont gardé ma grand-mère 3 jours. Au bout de 3 jours, ils ont dit à maman « maintenant, il faut que vous la rameniez à la maison ». Maman dit « vous ne pouvez pas la garder encore un peu, encore une fois au moins, c'est une vieille dame, elle est malade ». Cyniquement, on lui a répondu « vous avez de la chance qu'on ne vous dénonce pas ». Alors maman, moitié traînant, moitié portant sa mère, est arrivée à l'immeuble où habitait ma grand-mère. Elle l'a portée les 3 étages et elle l'a couchée. Maman pleurait et elle disait à ma grand-mère, elle dit « si toi tu crois en un Dieu pareil, un Dieu, c'est pas un bon Dieu, c'est un Dieu méchant, un Dieu qui permet ces choses-là ». Et ma grand-mère, presque avec son dernier souffle, lui a dit « si ma fille, il y a un Dieu ». Et elle est morte. Moi, pendant ce temps-là, Madame Dumas m'a emmenée chez des cousins à elle qui habitaient en Normandie dans un petit hameau qui s'appelle le Bois-Mouchet. C'est même pas un village parce qu'il y avait seulement 7 fermes. Dans une famille qui avait 7 enfants. Il n'y avait plus que 2 enfants qui restaient à la ferme parce que la ferme Savigny n'était pas assez prospère pour nourrir toute cette famille. Alors les autres enfants étaient allés se louer quelque part dans d'autres fermes. Et moi, j'ai été reçue comme une enfant de la famille. Je mangeais avec eux, je couchais dans des lits chez eux, j'allais même à l'école là-bas. Et le jeudi, il n'y avait pas école. Alors chacun avait une corvée à faire. Ma corvée à moi, c'était d'aller mener les vaches au champ. Et puis pendant que j'étais seule au champ, je me parlais à moi-même en yiddish. Parce que c'était la langue avec laquelle je parlais à ma grand-mère bien-aimée et avec ma tante. Je me chantais des chansons en yiddish pour moi toute seule. C'était la raison pour laquelle je parle encore aujourd'hui. Et puis, voilà, c'était notre vie à nous. Et un jour, maman est venue me chercher pour me ramener avec elle à Chanlot. Maman et moi, avec nos bagages, on marchait sur la route. Tout à coup, une voiture s'est arrêtée à nos côtés. 2 hommes en sont descendus qui parlaient un français impeccable. Vraiment, ils parlaient un très bon français. Le premier, il a dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» Maman dit « Bon, ben, ma fille était en vacances à la ferme, je la ramène à Paris. Qu'est-ce que vous portez dans ces valises ?» Maman a dit « Je porte les vêtements de ma fille. Ouvrez-moi ça. » Il y avait des vêtements, en effet. Il y avait aussi un jambon. Il y avait une motte de beurre. Il y avait toutes des choses que maman a ramenées à Paris pour vendre au marché noir. Alors, maman allait se baisser. L'autre a dit « Vos papiers. » Bon. Sur les papiers, c'était étampé juif. Sur nos papiers, il y avait des papiers d'identité qui s'ouvraient comme un accordéon. Et sur la photo, il y avait étampé juif pour un homme, juif pour une femme. Maman s'est dit, si je lui montre ma carte d'identité, on est fichu. Alors, comme elle hésitait, ne sachant pas s'il fallait qu'elle obéisse à l'un pour la carte ou à l'autre pour la valise, le premier, il a dit, ah, vous n'avez pas l'air de brigand, vous pouvez aller. C'est un miracle, parce que je crois que c'est la première fois que oui, il avait dit, ils avaient levé le revers de la veste, Gestapo, la police allemande. C'était la première fois que la police allemande a laissé échapper quelqu'un qu'elle tenait. Mais on a eu de la chance. Et là, on a vécu à Chanlot. Tout le monde nous a protégés. Monsieur le curé aussi a changé nos noms, parce que le nom Speiser est beaucoup trop étranger. Si jamais les Allemands viennent visiter, voir les registres, tout le village le savait, nous étions quand même cachés. Nous vivions une vie qui n'était pas vraiment la nôtre. Nous étions à Chanlot quand on a entendu un grondement qui venait du haut de Chanlot. C'était l'armée américaine qui arrivait. Je me rappelle, les bâches des camions étaient ouverts et ils nous lançaient des bonbons, des chewing-gums, des chocolats, du savon, des sardines. Alors, la guerre était terminée, nous nous sommes retournés à Paris. Ma grand-mère avait un manteau d'hiver qui lui avait appartenu, mais que maman n'en avait pas besoin. Alors elle a écrit par téléphone
à ma grand-mère paternelle. Ma grand-mère paternelle était restée vivante parce qu'elle avait vécu avec nous à Chandelot un certain temps. Elle lui a écrit pour demander si par hasard elle n'a pas besoin du vêtement. Alors, ma grand-mère est venue, elle a emmené le vêtement chez elle, mais la mère de maman était toute petite, tandis que la mère de papa était grande. Alors, pour que le manteau lui aille, elle a ouvert les ourlets. Et dans les ourlets, elle a trouvé de l'argent américain et 2 lettres des frères de maman. Maman savait qu'elle avait 2 frères en Amérique, mais l'Amérique, c'est depuis la Terre de Feu jusqu'au pôle Nord. Mais une fois qu'elle avait les lettres avec les adresses de retour, elle a su que ses frères étaient au Canada. Alors elle leur a écrit. Naturellement, ça a été une liesse là-bas parce que tout le monde, en sachant ce qui s'était passé, parce qu'il y avait les actualités, les camps de concentration et tout ça. Alors, maintenant qu'ils ont su où nous étions, ils ont commencé à faire des démarches pour que nous venions au Canada.